Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Togo, Reporters sans frontières alerte sur l'état de santé de l'un des deux journalistes français détenus dans le pays. L'organisation réclame la libération immédiate. La France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni dénoncent un projet israélien de colonie en Cisjordanie. Les quatre pays le jugent préoccupant et contraire à la continuité territoriale palestinienne. Et puis le Pérou fait face à une double catastrophe. Un séisme de magnitude 6,7 a frappé le pays alors que de fortes pluies liées au phénomène El Niño aggravent la situation. Bonsoir mesdames et messieurs, comme je l'annonçais, un titre au Togo, Reporters sans frontières se dit préoccupé par l'état de santé de l'un des deux journalistes français détenus dans le pays. L'organisation rappelle que les deux journalistes ne faisaient pas un travail illégal. RSF demande leur libération immédiate. Plus de détails dans cet élément. Cela fait désormais 3 jours que les deux journalistes français Gaël Mokaer et Sébastien Pérez-Pezzani, ainsi que leur fixeur Fred Védomé, ont été placés en détention provisoire par les autorités togolaises pour fausses déclarations. Reporters sans frontières, qui a rendu publique leur identité ce mercredi, a dénoncé une procédure aussi injustifiée que disproportionnée et a demandé leur libération immédiate. Une demande d'autant plus urgente selon l'organisation que l'état de santé de l'un des deux journalistes suscite des inquiétudes. De ce que nous savons également, il y a un peu un autre enjeu. C'est l'enjeu un peu de la maladie de Sébastien, qui souffrirait un peu d'un certain nombre d'une maladie, et c'est là l'une des raisons pour laquelle également nous insistons particulièrement pour qu'il puisse être libéré. RSF précise également que les deux journalistes travaillaient de manière totalement légale. Ils faisaient simplement leur travail et rendre compte un peu du quotidien des populations togolaises dans le cadre d'une série de documentaires qui a une vocation internationale. Il n'y a absolument rien, disons, de politique, rien d'illégal dans ce qu'ils ont fait. Arrêtés le 27 juillet pour espionnage, ils ont été placés en résidence surveillée jusqu'au 30 juillet avant d'être libérés puis interpellés de nouveau le jour même. En Guinée, l'activiste Belaba a été condamné à 6 mois de prison, dont 5 avec sursis, pour injure et diffamation envers le grand imam de Conakry. Ancien membre du Front National pour la défense de la Constitution, il est connu pour ses prises de position critiques envers le pouvoir. Plus de détails dans cet élément. Si c'est le verdict prononcé ce mercredi par le tribunal de première instance de Dixine contre Belaba. L'activiste devra également s'acquitter d'une amende de 40 millions de francs guinéens, soit environ 4 000 €. La justice a par ailleurs ordonné la suppression de son compte Facebook sur lequel Belaba publie régulièrement des contenus critiques sur l'actualité guinéenne. Poursuivi pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique à l'encontre de l'imam de la grande mosquée de Conakry, Mamadou Saliou Camara, l'activiste a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Une décision jugée particulièrement sévère par la défense. Nous venons de prendre acte de cette décision, condamnant notre client à 6 mois de prison, dont 5 mois assortis de sursis. Alors, nous allons nous concerter avec notre client pour voir si nous allons faire appel ou non. À l'issue de notre concertation, nous saurons si on va se contenter de cette décision, parce qu'il ne nous reste que 2 semaines, ou si nous allons faire appel compte tenu de la lourdeur de la décision. Connu pour ses prises de position critiques dans le débat politique guinéen, Belaba devrait toutefois rester en prison pendant encore. La France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni dénoncent la décision d'Israël de publier des appels d'offres liés à un projet de colonie dans la zone E1 en Cisjordanie. Les 4 pays européens jugent cette décision inacceptable et préoccupante, estimant qu'elle porte atteinte à la continuité territoriale des territoires palestiniens. Le ministre Israël Gideon Saar affirme de son côté qu'Israël est libre de construire là où bon lui semble sur ce qu'il considère comme son territoire. 7 octobre 2023, depuis les massacres du Hamas, eh bien, la colonisation s'est beaucoup intensifiée et c'est un motif de fierté pour ce gouvernement qui l'affiche régulièrement, qui communique des chiffres sur le nombre de nouvelles colonies construites, sur le nombre de colonies également légalisées. Et ce secteur E1, eh bien, il est extrêmement important dans cette stratégie puisqu'il se situe exactement entre Bethléem et Ramallah, c'est-à-dire qu'il coupe la continuité
territoriale palestinienne en Cisjordanie et que plus Israël construira dans ce secteur E1, plus il sera difficile pour les Palestiniens de construire un État indépendant. Je vous remercie beaucoup Stéphane. En Belgique, l'université de Gand a suspendu le chercheur américain Nathan Confas. L'université est notamment à l'origine d'accusations de plagiat visant Jason Adé. L'université de Gand en Belgique a suspendu jeudi l'universitaire américain à l'origine des accusations de plagiat visant Jason Hardy, cet ancien professeur noir de Cambridge, retrouvé mort la semaine dernière après avoir démissionné. Nathan Confas, qui se présente lui-même comme un réaliste racial, avait été licencié de Cambridge il y a 2 ans. Il a annoncé sa suspension sur X, se disant certain d'être bientôt licencié. Sans le nommer, l'université de Gand a confirmé avoir ouvert une enquête disciplinaire préliminaire contre un chercheur post-doctoral suspendu à titre de mesure de précaution. Jason Hardy était en 2023 le plus jeune professeur noir de l'histoire de Cambridge. Il a été retrouvé mort vendredi dernier à 41 ans alors qu'il faisait face à des accusations de plagiat dans sa thèse et d'exagération de certaines de ses réalisations. En Ukraine, les habitants du quartier de Solomiansky à Kiev constatent les dégâts au lendemain d'une importante attaque russe. Des logements ont été endommagés, des véhicules incendiés et des gravats changent encore les rues après les frappes. Suivons ensemble. En Iran, Téhéran maintient ses conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Les autorités iraniennes exigent la levée du blocus naval, la levée de l'embargo pétrolier et la cessation des opérations militaires sur tous les fronts. Ces exigences interviennent alors que les tensions restent vives autour de cette voie maritime stratégique. Par ailleurs, à Hong Kong, 2 militants pré-démocratie, également organisateurs de veillées, en mémoire des victimes de Tiananmen ont été reconnus coupables d'incitation à la subversion. Leur procès est critiqué par des défenseurs des droits humains qui dénoncent une nouvelle restriction des libertés dans le territoire. Coupable d'incitation à la subversion. C'est le verdict rendu ce vendredi par un tribunal de Hong Kong contre Lee Cheuk-yan et Cho Hang-tung. Pendant des décennies, ces 2 militants ont organisé des veillées aux bougies pour commémorer les victimes du massacre de la place Tiananmen en 1989. Les 3 juges, désignés par le gouvernement, les ont déclarés coupables d'avoir incité d'autres personnes à organiser, planifier, commettre ou participer par des moyens illégaux à des actes visant à renverser le pouvoir de l'État. Avant le verdict, Cho Hang-tung avait fait part de sa détermination dans une publication sur les réseaux sociaux. La justice réside dans le cœur du peuple. Il n'est pas nécessaire de se soumettre à de tels jugements venus d'en haut. Un verdict ne signifie rien. Merci à tous ceux qui ont marché à mes côtés. J'ai reçu tout votre soutien et vos encouragements. Au printemps 1989, des milliers d'étudiants manifestent alors pour la démocratie sur la place Tiananmen de Pékin. La répression du régime chinois est féroce, des centaines voire des milliers de personnes sont tuées par l'armée. Depuis, des veillées en hommage aux victimes du massacre rassemblaient chaque année des dizaines de milliers de personnes au Victoria Park de Hong Kong. Mobilisation interdite en 2020, illustration de la reprise en main par Pékin du territoire semi-autonome, avec notamment l'adoption d'une loi dite sur la sécurité nationale, restreignant les libertés démocratiques. Hang-tung et Cheuk-yan sont arrêtés l'année suivante en vertu de cette nouvelle loi, mais ont continué depuis à s'opposer à l'emprise autoritaire de la Chine.
Si nous sommes condamnés à la prison à l'avenir, dans cette affaire ou dans les nombreuses autres affaires qui suivront, ce sera un honneur d'être emprisonné pour avoir marché aux côtés du peuple de Hong Kong. La peine infligée aux 2 militants devrait être connue prochainement. Ils encourent jusqu'à 10 ans. La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles à coup de portée selon l'état-major interarmées sud-coréen. Cet tir intervient au lendemain de l'annonce de Donald Trump concernant une possible rencontre avec Kim Jong-un. Pyongyang n'a pour l'heure pas commenté ces informations. Plus de détails dans cet élément. La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles à courte portée selon un responsable de l'état-major interarmé sud-coréen. Des tirs qui interviennent au moment où Donald Trump assure qu'il va rencontrer Kim Jong-un cette année, une affirmation non commentée par Pyongyang, alors que les États-Unis ont réduit dans le temps leurs exercices militaires conjoints avec Séoul. La Corée du Sud qui de son côté affirme son désaccord avec le président américain sur l'arsenal nord-coréen. Donald Trump avait avancé le chiffre de 57 ogives nucléaires, entre 80 et 120 selon la Corée du Sud. Pourquoi les estimations varient autant sur les capacités du régime nord-coréen ? Eh bien car on manque cruellement d'informations fiables. Ces estimations s'appuient sur les essais nucléaires et balistiques menés par le pays, sur ses capacités de production de matières fissiles pour construire les ogives et puis sur la communication du régime. En clair, impossible d'avoir un chiffre exact, mais il est élevé et démontre que la Corée du Nord est un État nucléaire. Et pourtant, cela n'est pas reconnu officiellement par Washington, Séoul ou même Pékin. Non, mais c'est un État de fait qui sera au cœur de toute éventuelle négociation avec les États-Unis. Lors des 3 rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018-2019, il était question de dénucléarisation. Aujourd'hui, il semble impensable d'évoquer autre chose qu'un arrêt de la course à l'armement ou une réduction de l'arsenal nucléaire, car Pyongyang est en position de force. Pékin et Moscou ont vidé de leur substance les sanctions onusiennes qui criblaient l'économie de la Corée du Nord. Puis le pays s'est rapproché significativement de la Russie. Ses intérêts semblent alignés avec ceux de la Chine. En clair, pour le régime, rien ne presse. Et il le fait savoir avec ses nouveaux tirs de missiles ou encore avec la sortie de Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant suprême, qui affirme ne pas être au courant d'éventuels... Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Au Pérou, un puissant séisme de magnitude 6,7 a frappé le pays hier jeudi. Cette catastrophe intervient alors que de fortes pluies liées au phénomène El Niño provoquent également d'importantes perturbations. Le pays doit ainsi gérer simultanément les conséquences du séisme et celles des précipitations exceptionnelles. Des pluies torrentielles et des dizaines de touristes bloqués dans leur ascension pour accéder au Machu Picchu. En raison des conditions météorologiques, la principale route touristique pour accéder au sanctuaire restera fermée jusqu'à samedi. Les fortes précipitations ont provoqué des glissements de terrain dans le pays. Ici, cette route a été éventrée. Ces camions ont été pris au piège par les coulées de boue et les effondrements de roches. Sur cette route en bord de mer, la circulation a été coupée. Cet événement s'est produit dans des conditions de température marine élevées dues au phénomène El Niño, ce qui a accentué l'instabilité atmosphérique. El Niño, une variation naturelle du climat qui entraîne une modification importante de la température du Pacifique, mais aussi de la circulation atmosphérique mondiale, ce qui peut occasionner certains événements extrêmes. Au Pérou, selon les régions, cela peut être des sécheresses ou bien des fortes pluies. Plus de 9 millions de Péruviens sont exposés à un risque très élevé d'inondation et de glissement de terrain lié à El Niño. Et puis nous terminons par cette actualité. Aux États-Unis, la dette publique a dépassé pour la première fois le seuil historique des 40 milliards de dollars selon les données du Trésor américain. Ce nouveau record témoigne de l'ampleur de l'endettement du pays. Reportage à suivre. C'est un chiffre vertigineux. Plus de 40 000 milliards de dollars. Et il ne fait qu'augmenter au fil des heures. La dette américaine se creuse même plus rapidement que prévu. Depuis la crise financière de 2008, elle a plus que doublé. Elle représente désormais un ratio de près de 125% du PIB américain. La dette et les frais d'intérêt représentent un fardeau considérable, non seulement pour nos futurs enfants et petits-enfants, mais aussi pour nos concitoyens. Ces 40 000 milliards de dollars devraient servir d'électrochoc à Washington pour nous inciter à assainir nos finances publiques.
Lors de ses 2 mandats, Donald Trump avait pourtant promis de couper dans les dépenses gouvernementales et de réduire le déficit annuel. Mais ce dernier a augmenté à cause notamment du remboursement des droits de douane aux entreprises, tarifs douaniers qui ont été annulés par la Cour suprême en février. La dette se creuse aussi à cause du système de santé. Notre pays dispose d'un système de santé très coûteux. Lorsqu'un grand nombre de personnes vivent beaucoup plus longtemps tout en recourant à ce système onéreux, cela entraîne une augmentation considérable des engagements de dépenses pour l'État fédéral. À cela s'ajoute une politique fiscale qui ne génère pas les recettes nécessaires pour honorer les promesses que nous avons faites. Le secrétaire d'État au Trésor est intervenu mercredi pour annoncer à compter de septembre de plus larges rachats d'obligations à long terme, tranquillisant ainsi les investisseurs. Les analystes se veulent malgré tout rassurants. Il n'existe pas de niveau d'endettement par rapport au PIB qui pourrait déclencher une crise. Il rappelle aussi que la dette détenue par le public reste un indicateur plus... Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous et chacun sur ESAE TV.